Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le député camerounais, M. Josua Ossi, qui est le vice-président du SDF, l'un des principaux partis de l'échiquier politique camerounais. M. Ossi, le dernier rapport de Amnesty International sur le Cameroun, comment est-ce que vous avez perçu cela? Qui épingle le Cameroun, bien entendu, sur le plan du respect des droits de l'homme. J'ai été surpris par la réaction du régime. À leur place, j'aurais pris acte de ce rapport et essayé de voir comment on peut résoudre ces problèmes-là. Mais est-ce que ce qui est dit est authentique selon vous? Écoutez, je ne peux pas juger ce qui a été dit. Ah, mais bien entendu, je ne suis pas positionner. Je ne suis pas allé visiter ces géoles avec eux. Je n'ai pas suivi tout le reste. Je crois que je suis l'un des seuls ou un des rares hommes politiques qui est allé visiter le front de guerre à plusieurs reprises déjà. Et j'ai discuté avec toutes les parties sur le terrain et surtout les organisations des droits de l'homme, etc. sur le terrain. Il est évident que dans cette situation, vous avez un discours qui est donné par l'autorité militaire, vous avez un tout autre discours donné par l'autorité administrative et vous avez un troisième discours donné par les défenseurs des droits de l'homme. Mais le discours qui m'intéresse, moi, c'est celui de la population et c'est celui qui n'intéresse personne. Ce que la population veut, c'est que le gouvernement prenne finalement ses responsabilités. Ça fait 4 ans qu'on dit à M. Biya que le problème Boko Haram ne peut pas être résolu uniquement par une présence militaire. Il faut absolument qu'il engage à un certain moment. On a cru qu'il avait le courage de commencer à trouver des solutions, où il a parlé d'un grand plan d'urgence. J'y étais encore dernièrement, on ne voit aucune trace de ce plan d'urgence. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire selon vous? Écoutez, quelle est la source de Boko Haram? C'est la frustration d'une population parce qu'elle est dans une pauvreté. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je ne vous demande pas d'être d'accord. Oui, si vous me faites une interview, vous me posez une question. Mais c'est étonnant quand même. C'est pas qu'à vous que je réponds, mais à tous vos téléspectateurs. Je dis et je le maintiens. Ok, vous ne pouvez pas avoir un mouvement comme Boko Haram. Oui. Qui est solidement implanté dans les villages. Oui. Ça veut dire qu'il y a une certaine collaboration, surtout du côté de la frontière. Ok, parce qu'ils entrent, ils n'apparaissent pas de nulle part. Mais qui sont ces membres de Boko Haram? On ne les connaît pas, justement. Pourquoi est-ce qu'on ne les connaît pas? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une partie de la population se reconnaît peut-être dans cet extrémisme-là. Mais est-ce que vous connaissez leurs revendications, par exemple? On n'a pas besoin de reconnaître leurs revendications tant qu'ils existent. Le problème, c'est qu'il faut les éradiquer. Et pour les éradiquer, premièrement, il faut se dire, aujourd'hui, quand des gens sont prêts à aller à la mort parce qu'ils sont payés 20-30 000 francs, il faut se dire qu'il y a quand même un problème, qu'il faut régler un problème de fond. Mais aucun État n'a réussi encore à régler ce problème-là. Ce n'est pas spécifiquement camerounais. Je ne suis pas en train de me faire un benchmark de la qualité des États. Mais tous ces États ont des problèmes. Et quand, dans une démocratie, vous avez un régime au pouvoir, ils ont l'obligation de trouver des solutions à ces problèmes-là. Que ce soit le terrorisme, que ce soit un autre. On a vu des présidents démissionner parce qu'ils n'arrivaient pas à faire face au terrorisme en Europe. On a vu des régimes tomber parce qu'ils n'arrivaient pas à faire face au terrorisme. Et nous avons un problème. Ce conflit s'est enlisé. Et donc, il faut trouver des solutions appropriées. Nous disons depuis le début, il faut commencer. C'est vrai que c'est un problème assez complexe parce que vous ne pouvez pas développer s'il n'y a pas la paix. Mais il faut quand même que les populations commencent à voir que ce développement-là arrive, surtout dans les zones qui sont en paix. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous dépasse aujourd'hui de déplacer de façon digne toutes ces populations dans le Mayo Sava et dans le Logon Chari, le long de la frontière, pour les sécuriser? Est-ce qu'avec du recul, vous estimez que dans une situation comme ça, on a le temps, on a la capacité de pouvoir vraiment respecter les droits de l'homme? Qu'il y ait eu de violation des droits de l'homme ou pas, pour moi, n'est pas le débat le plus important. Il faut revenir à l'essentiel. Ce sont les populations qui vivent dans ces zones-là. Et il est grand temps... Population qui est mélangée également aux meneurs, parce que c'est une guerre asymétrique où on ne sait mais vraiment pas qui est la population. Si on se donne vraiment les moyens militaires et civils
de gérer et de régler ce problème. On peut peut-être pas trouver une solution définitive, mais au moins on peut protéger ces populations-là plus dignement que cela ne l'est fait aujourd'hui. Et je dis, même ces militaires qui sont sur le front, il faut le reconnaître, font un travail merveilleux. Et donc c'est pas parce que si on s'en tient au rapport d'Amnesty qui a quelques brebis galeuses dans l'armée, que toute l'armée est mauvaise, c'est pas ce que je dis, hein, il faut pas mal me comprendre. Oui, mais vous ne pouvez pas défendre l'armée en même temps et être d'accord avec le rapport de Amnesty International, écoutez, parce que c'est les militaires qui sont épinglés justement dans le rapport. Écoutez, s'il y a des militaires, moi j'ai commencé en vous disant que si il y a des faits avérés, c'est au gouvernement camerounais d'enquêter. Si on vous dit, si on vous accuse de quelque chose, et avant même de lire tout le rapport, vous êtes déjà à la télévision pour dire que c'est pas vrai, c'est qu'il y a quand même un problème. C'est ce que je suis en train de dire. Mais moi, je dis au-delà. C'est le cas, vous voulez dire? Je dis au-delà. Au-delà de ce que des allégations, si on veut, d'Amnesty International et les contre-allégations du gouvernement, ce qui m'inquiète, c'est le fait que personne ne pense fondamentalement au bien-être des populations dans ces régions. Monsieur, si on va évoluer dans cette émission et parler de votre parti, de vous-même, en 2018, il y aura 4 élections ici au Cameroun. Comment est-ce que vous les préparez? Moi, je vois plus que 4 élections. Hein. Je sais pas, ou bien vous avez accepté le fait qu'on a une constitution variable, je sais pas. Non, pas du tout. C'est pas ça mon propos. De toute façon, il y a plusieurs élections. Il y a également l'élection présidentielle, donc la plus importante. Comment est-ce que votre parti se positionne par rapport à tout cela? Vous savez, je pense que ça sera la première véritable année électorale au Cameroun parce que ça sera la première fois que cette nouvelle jeunesse camerounaise, celle qui est plus informée que ses aînés, celle qui est plus au fait de leurs droits, etc., va venir voter. Il ne faut pas oublier que les jeunes de 27 ans seront à leur première élection. 27 ans, c'est énorme. C'est pratiquement tout ce qu'il y a dans les universités, les instituts supérieurs, etc. Donc, nous pensons que ça sera une année révolutionnaire et nous sommes Vous avez des indicateurs? Vous avez quelques indicateurs? Pour l'instant, ce que nous recueillons sur le terrain, c'est que nous demandons aux populations d'utiliser le bulletin de vote pour mettre fin à ces 35 années de souffrance. Maintenant, il y en a d'autres qui aujourd'hui nous disent qu'ils veulent plutôt utiliser d'autres moyens, par exemple militaires, etc. Et nous essayons de les convaincre qu'ils peuvent utiliser le bulletin de vote pour y arriver. Oui, mais... et la réponse qu'on a est très encourageante. Je pense qu'aujourd'hui, je peux le dire avec assurance et je vous donne rendez-vous en fin d'année prochaine. Qu'au même moment, votre partenaire étatique ne sera plus celui qui est en place aujourd'hui. Mais dites-moi, le SDF est l'un des partis les plus anciens dans ce pays. Vous n'avez pas encore réussi à gagner l'élection présidentielle. Mais est-ce que vous avez fait le point de ce qui a fondé vos échecs lors des élections dernières afin de pouvoir se projeter vers les élections à venir? Je pense que l'un des plus gros problèmes que nous avons, c'est le fait qu'on a gagné l'élection de 92. Donc, vous dites qu'on n'a jamais gagné une élection, alors que c'est de ceux qui gagnent les élections, c'est ceux qui sont... c'est pas parce qu'il y a eu un coup d'État pour prendre l'élection que nous avons gagnée, pour remettre l'ancien président en place. Donc, si vous êtes vraiment bien préparé, vous devez gagner sur tous les deux tableaux. Je vais vous dire ça très simplement. C'est une chose que de gagner une élection, c'est une autre chose que d'arriver au pouvoir. Et ça, on l'a appris en 92. Et on fera plus cette erreur en 2018. Alors, au niveau de votre parti, certaines voix se sont élevées, à tort ou à raison, en disant on a l'impression que vous bénéficiez d'un traitement de faveur. On estime que l'aide que l'État apporte aux partis politiques, vous en bénéficiez un peu plus que vous n'en avez droit. Est-ce que vous avez eu vent de cette rumeur-là? Écoutez, il n'y a pas d'aide. L'État n'a jamais donné une aide aux partis politiques. En tout cas, je ne suis pas au courant. Il y a une allocation pour le fonctionnement des partis politiques. Alors l'expression, donc c'est une allocation, oui. Oui, c'est un droit, c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, majoritairement du parti au pouvoir, pour allouer
des fonds pour le fonctionnement des partis politiques. Nous décrions le fait que ces fonds ne suffisent pas pour le fonctionnement d'un parti politique dans un pays comme le Cameroun. Et la loi est très simple. Le montant total de l'enveloppe est distribué, qui est de 1,5 milliard par an, est distribué sur les résultats de la dernière élection. Vous ne crachez pas sur l'offre si éventuellement c'est vous qui allez porter les couleurs du parti. Écoutez, je pense que si on vous proposait de porter les couleurs d'Africa 24, vous n'allez pas cracher dessus non plus. Donc je suis premier vice-président. Si je ne m'en sens pas capable, je vais cracher là-dessus. Hein. Est-ce qu'il y a de fortes chances que ce soit vous? Si le choix de la hiérarchie du parti et des militants du parti vient sur moi, je serai à la hauteur du challenge. Maintenant, je mets le parti en avant. Je ne passe pas avant le parti. C'est le parti qui m'a fait et non l'inverse. Donc, peut-être qu'il y a des tractations que vous faites déjà. Mais écoutez, il y aura des tractations d'une manière ou d'une autre. Et la question est de savoir, est-ce que vous avez commencé ces tractations-là? Mais écoutez, si j'avais commencé les tractations, je vous aurais dit oui. Et probablement, je n'aurais pas eu le temps d'être dans vos studios aujourd'hui. Parce que je mesure le poids de cette charge. Et ça ne me permettrait pas de venir, surtout si on était dans les préparatifs. Oui, mais on est à plus d'un an. Mais hein. je peux vous dire que nous avons un parti qui est mature, nous avons un parti fort, on va se réunir, on aura un congrès extraordinaire et le meilleur des candidats sera choisi. Et ce que je peux vous garantir, c'est que ce candidat aura tout mon soutien, que ce soit moi ou pas. Merci beaucoup, Monsieur Joshua aussi. Je rappelle que vous êtes député vice-président du SDF, parti d'opposition. Et merci d'avoir été des nôtres pour cette émission. Je vous remercie pour l'invitation. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.